Bonjour à toutes les personnes connectées. La conférence à laquelle nous allons assister est intitulée La caverne de la vision carrée et l'irresponsabilité pénale des personnes morales à Rome. Elle s'inscrit dans le cadre des midi-conférences des jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit public, cycle de conférences que j'ai le plaisir de coordonner. La présente conférence sera animée par Moussa Koulibaly. Moussa Koulibaly est auxiliaire de recherche à la faculté de criminologie et candidat au doctorat en droit à l'Université de Montréal. La conférence durera 1 heure de temps, incluant la communication du conférencier ainsi que la période des questions. Je suis Oluwafemi Rodrigue Oloudé, responsable des communications, des relations et activités étudiantes au Centre de recherche en droit public. Mesdames et messieurs, merci d'être présents à cette conférence. Cher Moussa, vous pouvez commencer. Et merci beaucoup, Rodrigue, et bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie très sincèrement de votre présence, en dépit donc du décalage horaire qui me sépare de beaucoup d'entre vous. J'ai vu Amandine, Evelyne et bien d'autres, la France de Burkina Faso. Et avant donc de revenir à l'objet donc de cette rencontre, je m'autorise à adresser quelques mots envers tout le personnel CRDP, particulièrement envers son responsable des communications, relations et activités étudiantes. Monsieur Oloudé, dont le dynamisme a permis à ce que cette rencontre soit. Cher Rodrigue, veuillez trouver en ces quelques mots l'expression de toute ma gratitude et de mes sincères amitiés. Ces Merci. civilités accomplies, revenons à présent à notre caverne. Pourquoi une caverne? Pourquoi une vision carrée? Ce titre, je l'avoue, est inspiré de ce que la doctrine qualifie habilement de l'allégorie de la caverne tirée de la République de Platon. La République, et singulièrement son livre 7, c'est un petit bouquin, c'est celui-là. Elle est liée où s'accomplit ce que Heidegger appelle un tournant dans la détermination de l'essence de la vérité. D'après Pierre Aubeng de Paris-Sorbonne, ce tournant s'explique d'abord par le renversement que symbolise l'allégorie de la caverne et qui consiste à transférer à l'intelligible l'être véritable que nous attribuons jusqu'alors au sensible. L'intelligible est ce que Platon appelle l'idée. Cette philosophie platonicienne, vous l'aurez compris, sera donc le fil d'Ariane de cette discussion. Mais avant, vous verrez souvent que je fais référence à Socrate. Et pourtant, Socrate ayant opté donc pour un enseignement purement oral, ce sont ses disciples, et particulièrement Platon, qui ont immortalisé sa philosophie en s'y identifiant prima facie et en écrivant pour l'immortaliser. Et donc, dans le livre 7 de la République, Platon nous dit ceci. Socrate, s'adressant à Glaucon, dit: Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte qui a une entrée en longueur ouvrant à la lumière du jour l'ensemble de la grotte. Ils y sont depuis leur enfance, leurs jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant. Incapables qu'ils sont à cause du lien de retourner la tête. Leur parvient la lumière d'un feu qui brûle en haut et au loin derrière eux. Et entre le feu et les hommes enchaînés, une route dans la hauteur, le long de laquelle voici un muret a été élevé. De la même façon que les démonstrateurs de marionnettes disposent des cloisons qui les séparent des champs, c'est par-dessus qu'ils montrent leurs merveilles. Vous l'aurez compris, ces hommes vivent dans l'illusion la plus totale et font de cette réalité apparente, perceptible par-dessus les murets projetés dans la paroi, la vérité, leur vérité. Ce récit métaphorique qui, j'imagine, a fait la une de tous les amphithéâtres de philosophie, ou devrais-je dire, l'agora est extensible à tous les pans de la pensée humaine, y compris la naissance, l'évolution, la régression des politiques criminelles en général et celles se rapportant aux géants de l'économie mondiale, à savoir les multinationales, les entreprises transnationales, là, que je regroupe dans le cadre d'espèces et sous l'appellation des personnes morales de droit privé. Mais avant, qu'est-ce donc une personne morale? Selon notre borne théorique, on aura une définition qui s'apparentera donc à la divergence philosophique entre ces deux auteurs. Léon Digu, ou devrais-je dire Gaston Gèze, parce que la doctrine est assez dubitative sur le véritable auteur de ses propos, qui disait, je cite, Je n'ai jamais dîné avec une personne morale. Et Jean-Claude Souyer qui lui répondait, mais moi non plus, sauf que je l'ai souvent vu payer l'addition, la note si vous voulez. Ces définitions qui ne sont vraiment pas des définitions, tout le monde iconoclaste,
résume tout bien considéré ce que Achille Mestre appelait le problème de la responsabilité pénale des personnes morales de droit privé. Retenons simplement qu'il s'agit donc de créatures, c'est-à-dire des entreprises dont les activités se déploient à travers les frontières, quelle que soit leur nature ou celle des entités qui les composent, comme les préconisait le professeur Pelé durant le colloque Paris 8 et 20 Saint-Denis. Et pour en revenir donc à notre caverne, on retiendra que ce dont parle Platon, c'est la vérité. Vérité non pas au sens relativiste et donc pascalien du terme du genre vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, mais au sens objectiviste, voire la réalité objective tendant vers l'universalité. La vérité réside, selon Platon, dans le monde intelligible. Et cette vérité, on l'atteint selon l'auteur, étape après étape, si tant est que l'on progresse vers. Bien sûr, c'est une tautologie forte et justifiée, je l'avoue. Il est en effet douloureux de regarder la lumière, c'est-à-dire la vérité-réalité, quand on s'est fait à l'obscurité. Ébloui que nous sommes, dirait Platon, on ne tient pas sur ses jambes. Et lorsqu'on s'habitue à la lumière, tout retour dans l'obscurité se passe tout aussi mal. Vous l'aurez compris, cette réflexion qui s'incruste dans l'allégorie de la caverne s'effectuera en trois temps. Dans un premier temps, on aura tous nos prisonniers dans la caverne. Les prisonniers, ce sont en l'occurrence les politiques criminels, si vous voulez, les États. Ils seront dans un premier temps tous dans une caverne. Dans un second temps, et comme dans toutes les prisons, on aura donc un Michael Scofield des prisonniers qui fera tout pour s'évader. Et dans le dernier temps, notre Scofield reviendra à la prison et pour essayer d'en ressortir avec donc ses autres compagnons de cellule. Sans plus tarder, entrons donc avec la première phase. Les prisonniers, donc, dans la caverne ou la totale immunité des entreprises en droit pénal des nations. Pour autant que l'on s'en souvienne, le droit pénal, le droit de la sanction pénale a été créé par les hommes pour la société et contre des hommes, c'est-à-dire des déviants. Être de chair et de sang, selon l'expression de Patrick Tivissen. Partant, tout le droit pénal a été pensé pour ne se conformer qu'à la situation des personnes physiques, vous et moi. Autrement, cette souveraineté pénale contemporaine qui appartiendrait d'abord à Dieu, ensuite transmise au prince souverain pour, bien sûr, dans sa forme moderne, être transformée et transférée du moins à la République, consacre en faveur de cette dernière puissance et autorité, ce sont les mots de Jean Baudin dans les six livres, pour juger les individus, personnes physiques sous sa juridiction pénale. Il y a donc l'être de chair et de sang, c'est-à-dire vous et moi, qui soit capable de causer un crime de droit commun. Je parle de crime de droit commun, sinon, pour la simple et bonne raison que pour les autres crimes, notamment les crimes financiers, quand on parle de détournement, de corruption, oui, on peut dire oui, là, les personnes morales peuvent en être responsables. Mais il ne pouvait en être autrement, car comment est-ce qu'une intention commerciale peut se transformer en une intention criminelle? Bien sûr, les entreprises dont il est question en l'occurrence sont différentes des groupements et organisations criminelles qui ont très tôt été sous le projecteur de tous les législateurs, y compris depuis donc le procès de Nuremberg. On y reviendra avec le temps. Mais remontons encore plus loin, aussi loin dans le temps que dans l'espace. Il sera observé durant ce voyage que la genèse de l'implication des entreprises dans la criminalité date d'au moins le 15e siècle et va de la traite esclavagiste, la traite des nègres, jusqu'à la colonisation. Dominique Ngala notait justement qu'avec le progrès de la navigation, l'Afrique se décloisonne, la traite atlantique s'organise. Elle devient très vite une redoutable entreprise commerciale qui boira l'Afrique pendant 400 ans. Et pourtant, l'implication des entreprises dans la traite esclavagiste n'a été que très faiblement discutée par la doctrine juridique. Je précise juridique car quand on consulte du moins les archives d'histoire, on voit vraiment cette implication. Et donc la traite des esclaves, comme vous le savez, a vu la participation de plusieurs acteurs venant de plusieurs contrées, des empires arabes, perses, autonomes, jusqu'au fameux esclavage occidental.
Aussi, personnes morales, personnes physiques, dont des politiques, des explorateurs, des industriels, des commerçants, des religieux, des penseurs, des religieux, ont tous été de la partie. C'est d'ailleurs grâce à la lumière des philosophes que la traite des Noirs apparaissait comme une activité commerciale parfaitement honorable au même titre que l'importation du sucre ou l'exportation du blé. Et c'est là, vous pouvez voir cela dans l'atlas de l'esclavage. C'est le cas, par exemple, de John Locke, qui possédait des actions dans la traite négrière anglaise, en particulier la Compagnie royale africaine et dans la Compagnie des aventuriers des Bahamas. Alors que le même John Locke proclamait que tout jeune Britannique qui se respectait ne pouvait se rabaisser donc à des pratiques esclavagistes. Vous voyez un peu l'ambivalence de la philosophie en son temps. Aujourd'hui, certaines de ces entreprises au passé esclavagiste existent, mais sous d'autres dénominations. Nous avons ainsi la compagnie d'Angola, la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, la compagnie Gros et Michel, devenue plus tard la compagnie de Guinée. Et l'obscurité de la caverne faisant loi, même dans les vieux systèmes juridiques précurseurs sur la question de la responsabilité des entreprises, je pense notamment au système anglo-américain, lorsque la problématique de l'implication des entreprises dans la criminalité se posait, il était courant d'entendre que mais les entreprises n'ont ni corps à punir, ni âme à condamner. Elles font alors comme bon leur semble. Quant aux États-Unis, il n'y a qu'à voir toute la saga socio-juridique entre le Nord et le Sud relativement à la proposition d'abolition de l'esclavage dans les négociations portant déclaration d'indépendance des États-Unis. Néanmoins, à la différence de leurs concerts d'Europe, qui refusent de reconnaître leur passé esclavagiste, certaines entreprises américaines, comme la Royal Bank of Scotland, la Lloyd Bank, la Bank of England ou encore le Brassel Green King, ont reconnu en juin 2020, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, qu'une partie de leurs fondateurs et ex-administrateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Ces institutions ne sont en vérité que la partie émergée de l'iceberg, car en tout, nous avons des assurés Aetna, New York Life, AEG, les géants financiers JP Morgan Chase Manhattan Bank et Fleet Boston Financial Group, les banques d'investissement des chemins de fer Norfolk Southern, Union Pacific et des fabricants de textiles Westpont Steven, qui ont tous été mis en cause, du moins aux États-Unis, du fait d'éléments de preuve qui les incriminaient donc dans la traite des Noirs. Cela explique d'ailleurs pourquoi très tôt, les tribunaux américains ont estimé que les entreprises en tant qu'acteurs privés et personnes morales pouvaient être tenues directement responsables de la traite des esclaves, des génocides, des crimes de guerre et d'autres crimes qualifiés de crimes de guerre. N'allons toutefois pas très vite en besoin, car cette ratio décidente du juge américain suppose une sortie de la caverne. Or, nous sommes encore dans la caverne et cette situation a duré jusqu'à la colonisation. Et la colonisation, comme vous l'aurez constaté, et dirait le professeur Manirabona, était une continuité de la traite des esclaves. La grande différence, c'est que la colonisation était mieux organisée que ne l'était la traite des esclaves. Et aussi, sans les entreprises, le projet colonial, s'il n'était pas voué à l'échec, se concrétiserait difficilement, du moins l'exploitation qui en est suivie est tellement bien organisée. Des entreprises comme la compagnie de la baie Hudson des Indes orientales britanniques s'engageaient dans des activités typiquement gouvernementales telles que la frappe de la monnaie, la conclusion des traités, la conduite de la guerre durant la période coloniale entre personnes morales des droits privés et celles des droits publics, c'était une relation donnant-donnant. Et c'est ce qui ressort de la lettre de M. Étienne Vatel, alors président de la commission d'administration de la Compagnie française d'études et des entreprises coloniales. Il disait ceci. Il est indispensable que nous puissions compter sur le bienveillant appui de l'administration coloniale. Nous comptons, Monsieur le gouverneur, sur votre bienveillance pour faciliter nos débuts. Nous vous demandons de bien faire connaître dans la colonie que vous administrez la création de notre entreprise.
Ces gouverneurs étaient devenus pour ces entreprises des relais de publicité. Ainsi, malgré la cruauté des entreprises qui s'analysaient en son temps en crime contre l'humanité ou en crime de guerre, penser à une responsabilité pénale de l'entreprise était inenvisageable. Voyons à présent ce qui se passe lorsque l'un de nos prisonniers arrive donc à quitter la caverne. Ce qui nous amène à la seconde partie. L'évadé de la grotte ou la puissance émancipatrice des systèmes précurseurs en matière de responsabilité pénale. On va voir d'un côté c'est comment ça s'est déroulé en droit national et comment la question s'est étendue au droit international. Petit détour historique. En droit national, le débat sur la responsabilité pénale des personnes morales coïncidait avec l'avènement de la personnalité juridique de la personne morale. Il est quasiment impossible de traiter de l'évolution historique des politiques criminelles relatives à la responsabilité pénale des entreprises sans passer par les vieux continents européens. Ne serait-ce parce que les expressions societas de non potes, c'est-à-dire le fait qu'une entreprise ne saurait être coupable, sont européennes, sont latines et donc européennes, mais surtout parce que toute l'ambivalence des politiques criminelles relatives à la question s'y constate. D'abord, les droits romains a, semble-t-il, prématurément tenté d'encadrer l'existence des entités abstraites. Dès l'Antiquité avance, hein, Christine Marie, les droits romains postulaient que si la majorité des membres d'un groupement commettait une infraction, celle-ci pouvait être imputée au groupement lui-même. En France, durant les siècles des Lumières, les fameux principes societas delinquere non potis, est consacré de manière générale dans les droits positifs français. Pourtant, une forme de responsabilité pénale des personnes morales existait dans la France pré-révolution, à en croire Achille Mestre. Cependant, avec la révolution de mai 1789, la jurisprudence française et celle des pays voisins travaillera donc à consolider l'irresponsabilité pénale de la personne morale en estimant qu'une société, un être moral, ne peut encourir une responsabilité pénale et qu'il ne saurait en être autrement qu'en vertu d'une disposition particulière de la loi, laquelle disposition, bien sûr, n'existait plus. Alors que l'exécutif révolutionnaire français, par décret des 14 et 17 juin 1791, et les législateurs du nouveau code pénal de 1810 décidaient que l'anéantissement de toutes les corporations des citoyens était l'une des bases de la Constitution française, provoquant ainsi l'inattention du jurisconsulte français au concept de personnalité juridique. C'est la doctrine allemande qui ne cessa d'approfondir cette notion. Aussi dit-on que l'abstraction, loin d'effrayer les penseurs allemands, les attire au contraire par les horizons quelque peu infinis qu'elle ouvre à la subtilité des déductifs et à l'imagination des constructeurs. Le débat sur la personnalité morale eut ses lettres de noblesse, pour paraphraser Christine Marie, lorsque les champions de l'école germanique, partisans de la théorie de la réalité, s'opposèrent à l'école de la fiction du juriste prussien Savigny et ses prédécesseurs. Ils défendent ainsi que les personnes morales sont non plus des fictions, mais des êtres réels indépendants des individus qui les composent, vivants et agissants, et donc des entités sujettes à toutes les formes de responsabilité qu'on pourrait attendre des individus. Au cœur de cet imbroglio législatif, jurisprudentiel et de tous les tintamarres doctrinales relatifs donc à la personnalité morale réside le débat sur la volonté du groupement. Car c'est elle qui, en différenciant de celle des membres du groupement, permet de lui reconnaître une personnalité juridique. D'aucuns, comme Mestre, défendent que la volonté corporative est antérieure à la reconnaissance par l'État de la personnalité du groupe. Car l'État, avant de reconnaître un établissement, exige en général que le dit établissement ait donné des preuves de vitalité. Et au contraire, et pour méconnaître cette volonté propre et antérieure du groupement, l'État est obligé, pour par exemple les cas de dissolution du groupement dangereux pour l'ordre public, de s'efforcer d'anéantir les dix groupements, car un simple acte juridique ne suffit pas. La théorie de la fiction, qualifiée tantôt donc
des doctrines de Savigny se résument au fait que l'homme, par le seul fait de son apparition corporelle, proclame son titre à la capacité des droits. Ce signe visible manque pour tous les restes. Bien sûr, l'erreur des partisans de la fiction a été de penser que l'homme est une personne réelle parce qu'elle est visible, palpable et que cela tombait donc sous le sens, alors que la personne morale est inaccessible au sens. Donc, ça nous fait toujours penser à notre caverne. Les adeptes de cette école défendent, somme toute, qu'on ne peut en effet frapper une fiction d'une peine, car on ne peut supposer qu'un être imaginaire ait voulu et accompli un acte prévu par la loi pénale, pas plus qu'il ne peut accomplir réellement un acte quelconque. Le temps a naturellement donné tort aux adeptes de l'école de la fiction, et la théorie de la réalité s'est imposée. En Europe, cette théorie fit ses débuts dans les années 1835. Elle se forgera par couche de théories convergentes portées en faux contre la théorie de la fiction. Achille Mestre énonce 4 théories dans ce sens. La dernière, la théorie de la volonté réelle, née sous la plume des publicistes allemands, dégage la réalité de la volonté corporative. Ses partisans défendent, pour ce qui concerne la personne morale des droits publics, qu'on ne peut construire une théorie sérieuse de l'État sur la base de la théorie de la fiction. Car, démontre-t-il, l'État qui nous apparaît comme doué d'une existence immatérielle est pourtant doté d'une réalité bien supérieure à celle de l'individu. C'est cette supériorité qui lui permet de percevoir les impôts, de déclarer la guerre, d'accomplir les actes de service public et bien sûr des puissances publiques. Cependant, le revirement chez les auteurs des droits privés a pris du temps car les groupements que ces derniers avaient à considérer n'agissaient guère que comme de simples particuliers. Ainsi, alors que les partisans de la fiction défendent que faute de pouvoir exister, la personne morale doit recourir à la volonté d'un tiers qui le représente et que c'est la fiction qui commande que la volonté du représentant est censée être la volonté du représenté, les champions de l'école germanique, c'est-à-dire ceux de la théorie de la réalité, défendent que ceux qui ont pour mission de vouloir pour la personne morale sont non plus ses représentants, mais ses organes. D'un point de vue juridique, précisons-le, l'organe engage pleinement la responsabilité de la personne morale. Il n'y a qu'à voir les projets d'article de la CDI de 2001 sur la responsabilité internationale de l'État et la place donc des organes. Alors que seule une catégorie de représentants engage véritablement l'organe principal, l'organe représenté. Ainsi, si les représentants restent des personnes physiques, les organes dans leur mission ne sont plus des personnes isolées. Pas plus que la main n'est qu'un organe. Elle est incapable de vouloir pour elle-même. C'est ce que disait Mestre. Cette distinction conceptuelle est essentielle pour comprendre les divergences entre les législations pénales nationales sur la question de la responsabilité des entreprises. Ces divergences existent même dans des systèmes de la même famille juridique. Aux États-Unis, par exemple, les tribunaux avaient choisi d'asseoir la responsabilité des entreprises sur le principe de la responsabilité du fait d'autrui, un principe des droits civils des obligations que vous connaissez sûrement. Alors qu'en Angleterre et au Canada, les tribunaux ont préféré, par exemple, la théorie de l'identification. Les propos de Lord Ray dans l'arrêt Tesco Supermarket résument fort bien ces deux régimes. Il disait ceci: il ne saurait être question d'engager la responsabilité de la compagnie du fait d'autrui. La personne qui agit ne le fait pas comme un préposé, un représentant, un mandataire ou un délégué. Elle est l'incarnation de la compagnie. On peut dire, elle l'entend et parle par l'être même de la compagnie. Si cette volonté est coupable, alors cette culpabilité est la culpabilité de la compagnie. Ces représentants, dit la Cour suprême canadienne dans la récente affaire Aquino, d'octobre 2024, est l'âme dirigeante de la personne morale. Cette âme dirigeante se faisait déjà entrevoir dans la comparaison assez hardie que fit le juge canadien dans l'affaire des propriétaires et exploitants du navire de Ron en 1993 en ces termes. La compagnie peut être comparée à un corps humain de plusieurs façons.
Elle possède un cerveau et un centre nerveux qui contrôle ce qu'elle fait. Elle a également des mains qui tiennent des outils et agissent conformément aux directives venant de ce centre. Certaines personnes au sein de la compagnie sont des simples préposés et des mandataires qui ne sont rien de plus que des mecs qui accomplissent le travail et dont on ne peut dire qu'elles représentent l'âme ou l'esprit. D'autres sont des administrateurs et des gérants qui représentent l'âme dirigeante de la compagnie et qui ont la haute main sur son activité. L'état d'esprit de ce gérant est celui de la compagnie et est considéré juridiquement comme tel. On a tendance donc à préférer la théorie de l'identification à celle à l'option faite par les États-Unis, la responsabilité pour fait d'autrui. Entre autres, parce que dans la théorie de l'identification, nous avons la satisfaction des conditions de mens rea. Et pourquoi il faut tenir compte de cela? Parce que les pères fondateurs du droit pénal, en plus de faire de la mens rea l'un des éléments constitutifs de la majorité des infractions, en font une raison justifiant donc des peines sévères qui font le dogme, n'est-ce pas, de l'efficacité du droit pénal. Cette proportionnalité entre les peines et les délits est développée pour ce que ça intéresse par Montesquieu, par Beccaria et enfin par Jeremy Bentham. Dans la théorie des peines et des récompenses traitées et preuves judiciaires de 1840, Bentham notait ceci. Pour empêcher le délit, il faut que le motif qui réprime soit plus fort que le motif qui séduit. La peine doit se faire craindre plus que le crime ne se fait désirer, avant de conclure qu'une peine insuffisante est un plus grand mal qu'un excès de rigueur. Bon, ça c'est la philosophie de Bentham. Je ne sais pas si c'est très correct. Cette analyse historiciste accomplie, voyons à présent l'évolution de la question dans le système précurseur anglais, notre évadé, notre Michael Scofield. Platon ne nous donne pas de véritables détails sur les conditions d'évasion de notre prisonnier. Et surtout, pourquoi le prisonnier, lorsqu'il s'est délié, n'a pas délié ses autres compagnons sur les champs et les mener hors de la grotte pour qu'ensemble ils fassent leurs entrées triomphales dans le monde intelligible, ou devrais-je dire la cité idéale de Platon. Mais bon, je suppose que le récit aurait été moins intéressant, un peu comme un film dans lequel les héros avaient, dès le début de la scène, la possibilité d'en finir avec les grands méchants, mais qu'ils ne le font pas. Bah, si on le faisait, il n'y aurait plus d'événements. Si événements il y avait, il serait moins intéressant, n'est-ce pas? Et donc, pour revenir à notre prisonnier en liberté, Platon dit qu'étant habitué à l'obscurité de la grotte, le prisonnier est ébloui par la lumière qu'ils doivent affronter. Aussi du moins, le cheminement vers la lumière s'est fait étape après étape. Néanmoins, supposons que notre prisonnier a résisté à l'épreuve de l'éblouissement. Il comprit que ce qu'ils percevaient tous dans la grotte n'était en réalité que des images projetées sur le mur. Bien sûr, l'image par nature ne reflète jamais la réalité. En ce 21e siècle, l'idée selon laquelle la personne morale des droits privés, l'entreprise, la société transnationale, les multinationales, appelons-les comme il nous chantera, devra juridiquement répondre de son comportement ne surprend véritablement aucun législateur, nous apprend Stéphane Betts. Cependant, c'est grâce à l'expérience des États précurseurs qu'on doit cela. La personnalité morale, on le sait, c'est l'extrême difficilement domptée. Pour cause, elle est invisible, muette et impalpable. Elle ne se donne ni à voir, ni à attendre, ni à toucher. C'est une création purement intellectuelle. Elle se dérobe au sens, comme nous dit Jean-François Kévy. Partant les arguments à l'encontre d'une responsabilité pour personne morale, pour entreprise, s'entendait, n'est-ce pas? Et tout militait ainsi en faveur donc d'une responsabilité pénale individuelle. Et pourtant, la responsabilité des personnes morales est reconnue au Royaume-Uni dès le milieu du 19e siècle. Cette avancée du droit anglais sur le reste du monde tient entre autres au fait que l'Angleterre était fortement touchée par l'industrialisation et la croissance des infractions commises par les entreprises obligeait la jurisprudence à établir des solutions pour atteindre un responsable en créant donc la personne fictive. D'autre part, cela tient aux particularités de ces droits, son pragmatisme, je veux dire, et son appartenance donc à la famille de la case law, comme nous l'explique Corin Attata.
Les juges de la common law, contrairement à ceux de la nation de Montesquieu, qui ne sont en vérité que la bouche qui prononce les paroles de la loi des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur, tranchent, eux, les différends en toute flexibilité. Cependant, comme le préannonçait Platon, le droit anglais a été ébloui par la lumière à l'extérieur de la caverne. Voir la complexité de la réalité de l'entité abstraite et la responsabilité pénale de l'entreprise s'y est construite étape après étape. La première couche s'est posée lorsque les tribunaux ont imposé la responsabilité pénale aux personnes morales pour les infractions dites de strict liability, c'est-à-dire celles qui ne requièrent pas un élément subjectif. La seconde couche arrive avec l'instauration de la responsabilité pour fait d'autrui, pour les cas où la personne, où la responsabilité pénale des personnes physiques pouvait également être engagée. Par la suite, nous avons l'interprétation acte de 1889 qui reconnaissait implicitement la responsabilité pénale des personnes morales. Cette loi ne suffira toutefois pas et fut complétée donc par la jurisprudence qui a étendu les principes de la responsabilité pénale sur la base de la théorie de l'identification. Aussi, c'est la jurisprudence ultérieure qui a élargi le champ d'application de cette théorie avant que les législateurs anglais n'introduisent des textes comme la loi de 2007 sur les homicides involontaires et les homicides en entreprise et la loi de 2010 sur la corruption qui, toutes ces lois consacrent bien sûr des formes de responsabilité pour entreprises. J'ai envie de dire que les vestiges du droit anglais se sont réjaillis sur les systèmes juridiques des familles de droit civil et de common law. D'abord sur les anciennes colonies britanniques des Amériques, car on le sait, les pères fondateurs des États-Unis se sont fort inspirés des Lumières européennes, dont Montesquieu, dans la construction de ce que les historiens qualifient aujourd'hui de la nouvelle terre des Canaan, c'est-à-dire la terre promise des États-Unis, n'est-ce pas? Et donc, pour revenir à nos chèvres pour changer, la doctrine semble relever que les premières décisions judiciaires des mens rea sont américaines, ensuite canadiennes et enfin britanniques. Et c'est l'influence du droit comparé qui conduisit beaucoup de législateurs à adopter une responsabilité pénale des personnes morales des droits privés. Pour le reste, on retiendra donc que c'est quand la personne morale a retrouvé ses lettres de noblesse qu'elle eut connu une réification sous l'influence des bouleversements socio-économiques du début du XXe siècle, d'après la formule de Catherine Marie. En droit international, en revanche, c'est le tribunal spécial pour le Liban qui pourrait être considéré comme notre évadé. Ce tribunal a compétence à l'égard des personnes responsables de l'attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l'ancien Premier ministre libanais, M. Rafik, et d'autres personnes et causé énormément de blessés. Ceci est prévu à l'article 1. Et par la seule utilisation du vocable personne, cet article premier consacre enfin, pourrait-on dire, une responsabilité pénale des personnes morales en droit international en su du principe d'individualité de la responsabilité pénale rappelé à l'article 3 du statut. Et c'est surtout à l'occasion de l'affaire Al-Jadid du 2 octobre 2014 que le tribunal semble avoir marqué ce passage apparent d'un principe de légalité stricte, nullum crimen nulla poena sine lege, très cher aux privatistes, hein, aux pénalistes, à un principe de légalité dilué, nullum crimen nulla poena sine jure, avec donc l'inclusion du droit international coutumier tel que prophétisé donc par la professeure Muriel Ibeda Sayar au colloque de Lille de 2016 ou 2017, si j'ai bonne mémoire. Plus précisément, le 31 janvier 2014, le juge Baragouana, agissant donc en tant que juge initial à l'outrage, a estimé qu'il existait des motifs suffisants pour justifier la délivrance d'une ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation pour outrage à l'encontre de NUTVS et elle, la personne morale faisant des affaires sous le nom d'Al-Jidi TV, et de Madame Karma, alors directrice adjointe des actualités et des programmes politiques du média. Ils ont tous été accusés du moins d'avoir consciemment et délibérément
entraver l'administration de la justice en violation de la règle 60 du règlement. Ces crimes d'outrage et d'obstruction à la justice ont été ajoutés, bien sûr, par les juges dans les règlements conformément à la doctrine des pouvoirs inhérents connus dans le système des common law, selon lesquels un tribunal peut ou doit même, dans certains cas, pour exercer donc ses compétences, hein, et s'accorder certaines compétences, je veux dire, accessoires et pour assurer donc la bonne et la juste administration de la justice. Ces médias, c'est-à-dire Al Jadid TV, informaient le public des faits qui n'étaient pas censés être connus du public. In concreto, ces informations concernaient l'identité de certains individus qui étaient supposés être des témoins devant les tribunaux. Alors, ça crée un débat. C'est donc à la suite des minutieux examens d'interprétation des textes de loi conformément à la Convention de Genève sur les droits des traités et de tous les instruments d'interprétation connus du juriste que les juges d'appel décident à 2 contre 1 ce qui suit. À la lumière du pouvoir inhérent du tribunal de protéger l'intégrité de la procédure, d'exécuter et de maintenir l'administration de la justice, de la nécessité de maintenir l'état des droits à la lumière des développements des droits nationaux et de l'évolution des normes du droit international, nous considérons qu'il est dans l'intérêt de la justice d'interpréter la compétence personnelle du tribunal en vertu de l'article 60 bis comme englobant les personnes morales. Victoire. Nous soulignons, les juges, ils continuent, nous soulignons que ce résultat ne crée pas de crimes nouveaux et ou imprévisibles et qu'il est donc conforme aux droits de l'accusé tels qu'ils sont énoncés dans l'article 69, qui est applicable aux procédures d'ouvrage en vertu de l'article 60 bis. Cependant, il faudrait lire l'opinion dissidente pour ceux que ça intéresse, l'opinion dissidente du juge Walid Akoum en la matière. C'est d'une élégance juridique très intéressante. Et donc, mis à part l'ingéniosité juridique par laquelle il est parvenu donc à cette conclusion, l'affaire Al-Jadid exprime ses besoins de passer d'une justice pénale internationale monocéphale, une justice fondée sur l'individu, à une justice pénale bicéphale, n'est-ce pas? En tout cas, cette avancée du tribunal spécial pour le Liban est suivie en droit international africain par le protocole de Malabo du 27 juin 2014, qui, s'il se concrétise, se réjouissait donc le professeur Melchad. Ce projet continental sera une première mondiale après l'échec des négociations sur l'inclusion des dispositions semblables dans les statuts de Rome portant création de la CPI. Ce qui nous amène justement à aborder la troisième et dernière étape de notre parcours des prisonniers que j'intitule le retour du prisonnier à la caverne et l'échec de la proposition d'extension de la CPI aux personnes morales des droits privés. Sur le retour du prisonnier dans la caverne, on lit chez Platon que celui dont les yeux se sont acclimatés à la vérité ne se retrouve plus dans l'obscurité de la caverne. Il ne tient plus dans ses bottes, il trébuche, il vacille, puisqu'il ne voit plus. Il ne sait plus trop comment convaincre les autres de la validité de sa sortie de prison. Au lieu d'être le maître philosophe qui conduirait les autres vers la lumière supérieure du monde intelligible, il fait l'objet de moqueries. Les États, donc, qui avaient expérimenté la responsabilité pénale des entreprises, les évadés comme la France, sont répartis à la caverne durant les négociations de Rome. Parlant de la France, il faut noter que la proposition française de l'article 23 du document de travail qui prévoyait donc que la CPI peut également avoir compétence à l'égard des personnes morales coïncidait avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal français de mars 1994 qui consacre justement la responsabilité pénale des entreprises. Néanmoins, il faut noter que malgré la grande capacité de mobilisation de la France sur les questions de cette nature, la France a fait l'objet donc de critiques et de moqueries par les autres prisonniers de la caverne longtemps illusionnés par les ombres de leur propre législation. À Rome, les délégations ont fait ainsi valoir que leur législation et ses que leur législation et ses dispositions étaient la vérité. Et comme le dit la professeure Johanna, l'un des plus grands problèmes lors des négociations de Rome était que les experts des différents systèmes juridiques prenaient des positions très arrêtées fondées sur leurs droits nationaux. Quant au contenu exact donc à donner aux
aux différents concepts. Et donc, de toutes les objections possibles, l'objection de la complémentarité était l'une des questions les plus posées à Rome. Et comme disait Michaela Froli, la complémentarité constitue, n'est-ce pas, la pierre angulaire du statut de Rome. Mais ce qu'on en déduit, c'est que tout cela, c'était de la mauvaise foi. C'est vrai que les législations n'avaient pas cette forme de responsabilité dans leurs droits nationaux, mais rien n'empêchait qu'ils l'adoptent à Rome, quitte à faire la réception dans leurs droits nationaux. Car il y a ces questions sur lesquelles les États ne sont pas d'accord. Par exemple, la question du défaut de qualité officielle, qui est prévue à l'article 27 du statut de la CPI. Cette disposition n'existe dans pratiquement aucune législation, je l'ai dit comme ça, et le droit international général. Pourtant, devant la CPI, les États ont accepté justement la consacrer, n'est-ce pas? Et donc, finalement, on en déduit que la France, malgré sa capacité de mobilisation, n'a pas réussi donc à faire bonne impression à Rome et a fait l'objet donc des moqueries. Et les cas d'implication des entreprises devant la CPI, devant Nuremberg, devant les TPIR, et j'en passe, hein, devant tous les tribunaux pénaux internationaux, qu'ils soient ad hoc ou autres, restent impunis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et cette situation a continué jusque dans les droits nationaux. Dans les droits nationaux, aujourd'hui, quand vous partez aux États-Unis, la principale loi, l'ATS, qui était invoquée, qui était invoquée justement pour incriminer des comportements relatifs justement aux entreprises, connaît une grande régression depuis au moins 2004. Ça a commencé avec l'affaire Sosa, et c'est passé par l'affaire Kiobel. Et aujourd'hui, la Cour entend même dire que les personnes morales étrangères ne seraient plus donc soumises, si j'ose le dire, à sa juridiction. Et donc voilà, on ne sait plus exactement où on en est. On a eu de l'ambivalence. On est allé un peu vite en besoin. On a fait des progrès en temps. Il y a une dégression et finalement, les politiques criminelles du moins, en matière donc de responsabilité pénale, restent quand même à désirer. Et donc, c'est sur ces quelques mots hein, que je compte m'arrêter parce que je vois que l'heure passe très vite et bien sûr en vous remerciant de votre aimable attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.